Donc la transition écologique, je dirais peut-être que c'est une vision très technocratique des choses, mais en tout cas, la transition écologique commence à changer de manière très significative le paysage, à la fois scientifique et politique. Et je parlais souvent des sciences de la conservation parce que sciences de la conservation au sens du domaine scientifique qui considère que la préservation de la nature est une priorité. Et les sciences de la conservation, finalement, se trouvent dans une nouvelle situation parce que jusqu'à présent, elles étaient peut-être les seules à défendre la transition écologique. Et maintenant, ça devient mainstream. En fait, tout le monde est d'accord sur cette transition écologique. Et donc, ça change évidemment les problématiques des sciences de la conservation. Et l'autre chose dont je voudrais parler aussi, c'est que sur cette transition écologique, il y a deux sujets différents. Et qui sont parfois, la confusion entre les deux sujets amène sans doute un certain nombre de controverses inutiles, c'est que, comme le signale très bien la définition du ministère de l'écologie, il y a la définition du nouveau modèle économique et social, d'une part, mais il y a aussi d'évolution vers ce nouveau modèle économique et social. Et les deux sujets sont des sujets qui sont un peu distincts, ce que j'essaie de représenter par cette figure. Donc vous avez le modèle actuel, on va évoluer vers le nouveau modèle, et pour prendre l'exemple, vous êtes en montagne par exemple, vous savez sans doute que le chemin le plus direct n'est pas forcément le plus rapide et le plus facile. C'est-à-dire que parfois, pour contourner certaines difficultés, on est amené effectivement à suivre des voies qui ne sont pas tout à fait évidentes et qui ne sont pas immédiatement congruentes avec ce nouveau modèle tel qu'on pourrait le rêver. Voilà. Alors par rapport à ça, donc pour un peu décomposer maintenant l'exposé, et reprenant une typologie que j'ai légèrement déformée d'ailleurs de Scoones, qui explique en fait, on a tout un ensemble de récits. On a des récits donc de 4 types. On a des récits de type technologique, de type économique, de type étatique et de type citoyen. Et donc je vais essayer de rapidement aller voir justement comment les sciences de la conservation se placent par rapport à ces quatre types de récits. Alors le premier type de récit, c'est les récits, premier type. Disons qu'en tant que scientifique, c'est le premier type de récit auquel on est exposé, qui sont les récits technologiques. Et les récits technologiques, c'est les récits qui ne sont vraiment pas faciles pour les sciences de la conservation. Un rappel historique simplement sur l'appel de Heidelberg, sur le fait, et vraiment vous avez ces termes qui sont quand même très importants, sur le fait que la science, la technologie, l'industrie a toujours résolu les problèmes de l'humanité et le fera à l'avenir, et que c'est cette phrase aussi qui est très importante sur le fait que l'humanité a toujours progressé en mettant la nature à son service. Et ça a été signé quand même par des scientifiques, par vraiment l'élite, c'est-à-dire il y a notamment Pierre Bourdieu qui a signé cet appel, donc c'est quand même, il y a des choses quand même qui sont assez impressionnantes. Il y a aussi une définition de l'écologie, donc l'écologie, c'est très intéressant. Nous adhérons totalement aux objectifs d'une écologie scientifique axée sur la prise en compte, le contrôle et la préservation des ressources naturelles. C'est une définition quand même très particulière de l'écologie scientifique, même en 1992. Quand même. Bien, voilà. Et donc par rapport à ça, alors il y a d'autres forces qui sont terribles par rapport à ça. Vous avez notamment le nationalisme technologique, ce qu'explique fort bien Egerton dans son ouvrage, qui explique que lorsqu'un pays découvre une technologie, après c'est la fortune, parce qu'effectivement elle va se développer, les industries du pays vont bénéficier, ce qui est fait totalement faux sur le plan factuel, c'est-à-dire qu'il y a souvent une très nette déconnexion entre le pays où se découvre la technologie et le pays ensuite où elle fait fortune. Voilà. Après, donc, vous avez des articles qui sont assez typiques, qui sont assez emblématiques. Vous avez par exemple cet article, alors pourquoi je le cite de Solé? Parce que Solé, c'est quand même un grand théoricien de l'écologie et qui écrit cet article sur Bioengineering of the Biosphere, donc qui explique comment, effectivement, on va sauver finalement la biosphère grâce aux technologies. Et ce qu'on peut dire, j'ai l'impression, ça c'est une hypothèse de travail, c'est que les sciences de la conservation de manière générale ont quand même une certaine aversion pour les technologies, qui est un peu instinctive, et je pense que l'écologie la partage. Et il y a cette phrase d'ailleurs qui est un peu surprenante, qu'on trouve dans l'ouvrage sur lequel je reviendrai d'ailleurs, de Daly sur Nature Services, où très clairement, c'est un des projets d'ailleurs qu'il y a derrière les services écosystémiques, c'est que les innovations technologiques seront toujours insuffisantes. Il faut trouver autre chose. 1997. Voilà. Alors les récits technologiques, ce qui est intéressant, c'est, il y en a plein actuellement qui se sont développés, les biocarburants, la biologie de synthèse, les toitures végétales, le 4 pour 1000 sur les sols, par exemple, aussi, qui est quelque chose qui est fascinant pour les écologues et les sciences de la conservation, les voitures électriques, la géoingénierie. Et par rapport à ça, on peut dire que les sciences de la conservation ont sans doute un rôle à jouer, un rôle sans doute beaucoup plus offensif, justement, de déconstruction de ces différents récits, et notamment parce qu'il y a quand même des points communs qui sont extrêmement importants entre ces différents récits. C'est que les visions de la nature sont souvent simples, inconséquentes. On se demande effectivement si ces gens ont une quelconque culture dans le domaine en ce qui concerne les processus, qui sont les processus naturels, avec une ignorance justement de ces processus. Et on voit bien que ça risque, les promesses les résultats ne seront pas au rendez-vous des promesses, parce qu'effectivement ils prennent en compte, évidemment, l'évolution, le problème de la reine rouge par exemple, typiquement, c'est un problème assez typique des biotechnologies. Dans les génomes aussi, on peut voir actuellement avec l'édition du génome,
on voit vraiment des articles délirants, même dans Science and Nature, c'est-à-dire qu'à nouveau, l'évolution du génome, la plasticité du génome n'est absolument pas prise en compte dans ces... On a l'impression que vraiment... Et puis alors, il y a une vision du déterminisme génétique qui est depuis longtemps abandonnée dans les manuels de biologie moléculaire, mais qui reste présent en fait dans les récits sur l'édition du génome. On a vraiment l'impression que... Et ignorance des résultats, hein, notamment, on sait il y a 20 ans, hein, lorsqu'on a créé les premières souris knockout, où donc on inactivait un gène qui était considéré comme important, et ça n'avait pas de résultat phénotypique, hein, qui montrait qu'effectivement on était très insuffisant dans cette relation entre déterminisme génétique et phénotype. Voilà. Alors après, il y a plein d'autres choses aussi sur lesquelles il faut effectivement avancer. Sur les effets rebonds, évidemment, c'est un sujet qui est très classique et très naturel pour les sciences de la conservation. Il y a le sujet de délocalisation, aussi des impacts environnementaux, qui est un magnifique, un superbe sujet sur les sciences de la conservation. Hein. Évidemment, quand l'Allemagne bascule du nucléaire vers le charbon, en fait, elle délocalise les risques, parce qu'une centrale nucléaire qui explose en Allemagne, évidemment, ça va toucher d'abord le contribuable, le citoyen allemand. Alors que par contre, les centrales à charbon, eh bien, c'est le niveau de la mer qui monte au Bangladesh, donc effectivement, c'est sans doute beaucoup plus... Mais je pense que cet aspect délocalisation est évidemment un aspect qui est très important et qui fait partie des mécanismes importants sur lesquels travailler. Alors l'écomodernisme, bon, je pense qu'on est plusieurs, c'est un récit qui est vraiment... C'est fantastique, c'est vraiment une source... je vous recommande notamment cet ouvrage qu'ils ont fait de 80 pages sur Nature Unbound, qui commence par finalement un manifeste assez classique de sciences de la conservation, sur l'importance de la biodiversité, et puis qui très rapidement arrive, alors ça débouche sur le fait, sur cette idée de partage, c'est-à-dire on va avoir des espaces si on a une agriculture très intensive, et puis quelque part, parce que l'agriculture très intensive est très performante, eh bien on va pouvoir réduire les espaces où on présente l'agriculture, et donc on va pouvoir avoir plus d'espaces protégés. Donc on gagne sur les deux tableaux en expliquant que c'est ce qui s'est passé dans le passé et c'est ce qui va se passer à l'avenir. Donc bon, est-ce que l'avenir peut préjuger du passé, notamment en termes de durabilité? C'est une hypothèse qui est quand même assez lourde. Ce qui est assez intéressant et assez instructif aussi dans cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme économique. Ou s'il y en a parfois, ils font une allusion au paiement pour services environnementaux et de manière assez cavalière, on peut dire, en citant la bibliographie d'une manière très particulière, de dire que ça ne marche pas de toute façon, donc il faut passer aux technologies, les mécanismes économiques ne marchent pas pour effectivement protéger la nature. Alors vous avez effectivement ce slogan sur le fait, on va passer à 9 milliards d'individus, donc il faut augmenter de 70% la production, à nouveau une manière assez simple de prendre les choses et qui fait partie de ce discours technologique. Il faut produire plus, donc voilà, être plus performant. Alors par rapport à ça, par rapport à ces discours technologiques, il y en a d'autres. Il y a un discours alternatif avec lequel se sent beaucoup plus confortable les sciences de la conservation, qui sont les récits à base technologique, qui sont l'agroécologie. Et par rapport à ça, un autre thème aussi que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le fait que les 4 types de récits sont des récits qui sont complémentaires. Et qui sont complémentaires, ils ne sont pas exclusifs évidemment. Et ce qui est sans doute très intéressant aussi, c'est de voir quelle est la correspondance entre ces différents types de récits, et notamment donc, la correspondance entre les discours technologiques et économiques. Donc là, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'économie dans ce discours-là, et il y a de bonnes raisons de penser que quand on met l'économie, ça change pas mal les résultats, j'y reviendrai. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que l'agroécologie, eh bien, il y a quand même sans doute une certaine aversion, je dirais à nouveau, pour les mécanismes économiques, et pourtant, quelque part, se pose quand même le problème du modèle économique. Là, je le dis de manière un peu provocatrice, mais effectivement, quel est le modèle économique de l'agroécologie, comment se passe la rémunération des agriculteurs? Vous savez tous que, notamment en Europe, c'est un sujet qui est très important et qui va déterminer de manière très importante aussi quelle est la dynamique de l'agriculteur, quel va être le succès relatif des différents types d'agriculteurs. Et il semblerait qu'actuellement, en termes d'accès à la terre notamment, eh bien, ça ne se passe pas bien pour l'agriculture biologique et pour l'agroécologie. Donc de ce point de vue-là, il y a un sujet qui est assez fondamental sur effectivement eh bien, comment asseoir un modèle économique derrière l'agroécologie, donc de s'investir sur les modèles économiques. Voilà. Alors sur les bases technologies, vous avez vu cette volonté, cet entrisme de la part de l'UICN de produire finalement un récit technologique alternatif, qui est le discours sur les solutions fondées sur la nature, donc qui a été proposé par l'UICN, en expliquant qu'effectivement, eh bien, finalement, il n'y a pas que des solutions technologiques, mais au problème de l'humanité, eh bien, des solutions fondées sur la nature. Alors, on peut considérer ça comme un slogan, mais on peut considérer aussi comme une tentative un peu épistémique, effectivement, de mettre les sciences de la conservation au cœur des réponses, des solutions, puisqu'on demande de plus en plus aux scientifiques d'avoir des solutions, et des solutions rapides. Donc quelque part, c'est aussi une ruse. Je parlais tout à l'heure des ruses sur le fait qu'on ne va pas directement forcément en ligne droite, mais ruse par rapport au contexte actuel, effectivement, pour arriver à mieux rentrer dans la société.
Voilà, il insistait à nouveau sur le fait qu'effectivement, je pense que les sciences de la conservation partagent quelque chose, qu'elles s'intéressent beaucoup plus aux écosystèmes naturels. Mais cela étant, s'intéresser aux écosystèmes naturels aussi, à nouveau, on peut partir de la situation présente. C'est-à-dire qu'on peut essayer de mettre plus de nature dans des écosystèmes qui sont déjà très naturels, dans des espaces protégés, mais aussi dans des écosystèmes qui sont très artificiels en ville. Et quelque part, intellectuellement, il s'agit bien de la même, du même objectif. Voilà. Alors après, sur les récits économiques, bon, je vais aller vite, parce que finalement, Valérie a dit déjà un certain nombre de choses. Les sciences de la conservation, de manière assez paradoxale, en fait, ont été relativement actives dans ce domaine-là. En 1992, effectivement, comme l'a dit Valérie, il y a cette histoire, effectivement, que peut-être, avec les ressources génétiques, on va pouvoir, effectivement, protéger la nature. Les économistes ont depuis nettement démontré, et les juristes d'ailleurs, que c'était pure illusion, c'est-à-dire que ça ne marchait pas ni sur le plan économique, ni sur le plan juridique. Et puis après, vous avez cette notion de service écosystémique, donc dans le domaine des sciences de la conservation, c'est certainement pas le MEA comme est représentatif. Par contre, l'ouvrage de Daly, de Nature Services, en est très emblématique, effectivement, de cet objectif, avec un objectif politique qui est clairement affiché, en l'occurrence. C'est-à-dire que ce n'est pas un objectif de type économique dans Nature Services. Et en l'occurrence, alors, elle affiche 3 objectifs. Donc les objectifs, c'est de caractériser la manière dont l'humanité dépend des écosystèmes naturels, donner une idée de leur valeur, c'est vague, et notamment vous avez tout un chapitre qui est très intéressant sur qu'est-ce que la valeur, de la part de 2 philosophes. Vous avez notamment, avec une transition très brutale entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que sur la théorie, ils sont très larges et très ambitieux, puis après ils passent à la pratique et disent maintenant comment on estime la valeur. Et là, ils disent que malheureusement, eh bien, les techniques sont très rudimentaires par rapport à la richesse de la théorie. Et ça, c'est important aussi, la relation entre théorie et pragmatisme, et puis de le rapporter d'une manière qui soit compréhensible de la part d'une audience. Voilà. Alors après, qu'est-ce que l'on peut dire 20 ans après, finalement? Est-ce que les ambitions ont été remplies? Ils ont été remplis, on peut dire oui et non. Oui et non, et donc ça, Jean-Dominique il a fait allusion tout à l'heure. On peut dire que d'un certain point de vue, il y a un succès quand même qui est majeur, c'est-à-dire que maintenant, on peut dire qu'en ce qui concerne l'agriculture, dans les pays riches, l'évaluation, l'évaluation économique, elle est claire. C'est-à-dire qu'actuellement, augmenter la production de l'agriculture dans les pays riches n'a plus de sens d'un point de vue économique. De ce point de vue-là, les études quand même sont assez claires. Vous avez l'étude de Weitman, par exemple, qui le fait à l'échelle globale. Après, vous avez sur des outils techniques qui sont au cœur de l'agriculture industrielle actuelle, qui concerne les nitrates sur les pesticides, où là aussi, il était montré que l'utilisation actuelle des nitrates et des pesticides n'a pas de sens d'un point de vue économique. Alors après, il peut avoir un sens sur le plan politique, sur plein d'autres plans, sur le plan, j'allais dire, sur le plan des valeurs d'ailleurs, parce que c'est aussi les valeurs de l'agriculture industrielle, mais en l'occurrence sur le plan économique, donc là la démonstration elle est importante. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Et là on retombe sur le projet politique, et notamment, c'est un problème d'arbitrage finalement l'agriculture, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit arbitrer entre la production de huile agricole et puis de services régulation et culturelle. Et là les économistes expliquent fort bien qu'on a un problème de bien commun et auquel il faut répondre. Et de ce point de vue-là, on peut dire que par contre il y a un échec politique, c'est-à-dire que très clairement, les conséquences politiques de ces analyses économiques n'ont pas été tirées. Et même, il y a eu un échec assez retentissant, puisque lorsqu'il s'agit de réviser la politique agricole commune, donc récemment, il y avait sur la table effectivement une proposition de passer massivement sur des paiements pour services environnementaux, et cette proposition a été retoquée. Il y a eu un échec de ce point de vue-là. Donc là, il y a un échec politique, mais on voit bien que le sujet, il n'est plus dans le domaine des sciences économiques, mais plutôt dans les sciences politiques. C'est-à-dire comment, effectivement, les résultats de l'analyse économique ne passent pas dans le champ politique. Voilà. Alors pour continuer sur la vision qui était derrière cela, et pour expliciter un peu plus qu'après, vous aviez cet ouvrage, cette proposition assez ancienne qui de dire finalement, à terme, de quoi sera composé le revenu de l'agriculteur? Une partie sera en termes de production, et une partie sera en termes de, effectivement, fourniture de services environnementaux. Une des questions redoutables qui se pose par rapport à ça, parce qu'on commence à le faire, mais on le fait de point de vue administratif et symbolique, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on va verser des sommes forfaitaires aux agriculteurs. Et là, quelque part, il y a une logique assez perverse, parce que finalement, vous avez des incitations pour produire plus, mais vous n'avez pas d'incitation pour fournir plus de services écosystémiques. Donc la question se pose, dans quelle mesure il faut réfléchir effectivement au problème de la contractualisation et de fournir plus de services écosystémiques. Et là, la balle est dans le camp des écologues, et la question est redoutable, parce que ça veut dire qu'il va falloir pouvoir savoir mesurer, et de manière fiable et légitime, la performance écologique des agriculteurs. Et là, quand on voit l'impact de l'agriculture sur les oiseaux, la littérature scientifique, on voit qu'il y a sans doute encore du travail à faire, étant donné le flou, la complexité des résultats. Voilà. Donc là, il y a des choses assez redoutables pour les sciences de la conservation, et dans une bonne compréhension avec les problématiques économiques et politiques.
Voilà. Alors, à propos du débat sur la marchandisation de la nature, bon, c'est deux diapositives un peu d'humeur, hein, mais Silverton, donc récemment, nous explique que c'est terrible avec les services écosystémiques. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on va peut-être passer, donc vous voyez, il dit, dans les années 80, on va passer à la marchandisation de la nature. Donc, c'est terrible. Alors, la marchandisation de la nature, pour ceux qui sont agronomes, ils savent sans doute que la marchandisation de la nature, c'est massif et c'est très ancien. C'est-à-dire qu'il existe ce qui s'appelle la bourse de Chicago, qui est une des plus anciennes, 1919. Et sur quoi est basée la bourse de Chicago? Eh bien, sur la marchandisation et la financiarisation de la nature, en l'occurrence. Il s'agit des marchés de la terre agricole. Alors, je vous laisse lire c'est quelque chose de Wikipédia. Alors, je ne sais pas si tout est véridique, mais ce qui est assez instructif dans tout ça, c'est que, visiblement, cette marchandisation et cette financiarisation de la nature, en fait, a été un modèle. C'est-à-dire que toute la marchandisation, toute la financiarisation des produits dérivés qui se sont développés dans les années 80-90, eh bien, sont partis de Chicago. C'est-à-dire qu'effectivement, là, vous aviez quelques personnes qui, effectivement, avaient l'habitude, effectivement, de la marchandisation, de la financiarisation, et qui, effectivement, ont ensuite décliné ça sur d'autres secteurs économiques. Voilà. Donc la marchandisation, la financiarisation, la nature, elle est ancienne, mais en l'occurrence, elle n'est pas sur les services écosystémiques, elle est sur les biens agricoles, donc ce qui est en contradiction et vis-à-vis duquel il faut arbitrer justement en faveur des services écosystémiques. Donc vous voyez, là on a l'impression qu'il y a même un contresens complet. Voilà. Bon, on l'a développé un peu plus avec Fabrice Flippo et Catherine Aubertin dans la revue du Gauss, ces aspects-là. Voilà, alors les récits économiques, techniques, donc après... Alors ces récits, en fait, ils ont un certain nombre de pouvoirs transformatifs. Enfin, ils ont des vertus performatives. Donc, ou ces vertus plutôt non transformatives, on peut plutôt dire ça. Et là, de ce point de vue-là, il y a différentes manières de regarder les choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conséquences environnementales directes, la compensation écologique, quel effet ça va avoir sur la construction d'infrastructures. Et puis, il y a les conséquences indirectes. Les conséquences indirectes, qui sont évidemment très importantes. C'est-à-dire que quelque part, aussi, les outils que l'on développe, eh bien, ils ont des conséquences sur les représentations, les valeurs, les styles de vie, les styles de consommation. Et donc ça, c'est des enjeux qui, évidemment, sont extrêmement importants. Et à la limite, sont peut-être plus importants que les conséquences environnementales directes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à développer. Et quelque part, il y a par exemple aussi les multinationales, les modèles, finalement, quel est le modèle économique d'une multinationale, des marchés. Donc quelque part, là aussi, il y a effectivement développé des outils par rapport à ces différents acteurs, qui sont aussi des acteurs du jeu social. Voilà. Alors la compensation écologique, de ce point de vue-là, on peut l'interpréter de différentes manières. Est-ce que c'est un droit à détruire, ou bien est-ce que c'est une incitation à des activités alternatives? C'est-à-dire que quelque part, incitation à des activités alternatives, pourquoi je dis ça? Eh bien parce que, comme on l'explique dans une note qu'on a faite pour la Fondation de l'écologie politique, sur la compensation écologique, avec Harold Levrel. Donc en l'occurrence, le nombre d'emplois qui sont associés à la restauration écologique, maintenant aux États-Unis, est supérieur au nombre d'emplois dans le secteur minier. Ce qui, évidemment, sur le plan politique, est quand même pas inintéressant. Ça veut dire qu'à terme, la sauvegarde des emplois dans la restauration écologique, ça va devenir un sujet qui devient sensible. À partir de là, évidemment, les mesures politiques sont peut-être plus favorables, plus faciles à prendre en compte en faveur de ce secteur. Voilà. Évidemment, pour nous autres écologues aussi, ça veut dire que ça fournit des débouchés à nos étudiants. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose qui n'est pas inutile. Alors évidemment, il y a aussi des conséquences sociales, qui sont des choses extrêmement complexes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Et je passerai maintenant au récit étatique. Alors le récit étatique, donc l'État a toujours joué un rôle essentiel dans la mise en place des politiques de préservation de la nature. Comme l'a rappelé Valérie, effectivement, les marchés sont toujours appuyés sur l'État. C'est-à-dire, de toute façon, les récits économiques doivent s'appuyer effectivement sur l'État. Alors quelque chose peut-être décentrer le débat, c'est-à-dire que clairement la France est très particulière en ce qui concerne l'État, c'est-à-dire que l'importance de l'État est sans doute, est beaucoup plus importante, est considérée comme beaucoup plus importante en France par rapport aux pays anglo-saxons. Ça fait partie aussi peut-être de certains malentendus, c'est-à-dire que effectivement la manière dont la société est structurée dans les relations entre l'État et les marchés ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Et par rapport à ça, il y a quand même des questions qui sont importantes et qui sont au cœur aussi, qui doivent être au cœur des réflexions des sciences de la conservation, c'est que l'État n'est pas neutre. N'est pas neutre, notamment, c'est lui souvent qui est aux premières loges, qui en fait est celui qui va déployer les technologies, les infrastructures. Donc à partir de là, d'autres dates de Land est un exemple éloquent, en fait l'État est jugé parti. Donc il y a bien un problème effectivement d'impartialité et sur lesquels à nouveau il est très important de réfléchir. Voilà. Donc ça vous avez par exemple les propositions de Bourret-Whiteside sur la démocratie écologique qui ont été sèchement réfutées par d'autres politistes, mais sur lesquelles effectivement il y a des choses très importantes. Il y a la transparence dont parle beaucoup Pierre Rosanvallon,
qui est très importante, qui considère que c'est un des enjeux très importants de la démocratie. Il ne parle pas beaucoup d'environnement, ça ne l'intéresse pas. On peut même dire qu'il a une vision un peu particulière de l'environnement qui n'est pas vraiment celui des sciences de la conservation. Tout étant, le sujet de la transparence, c'est un sujet qui est extrêmement important pour les sciences de la conservation. La non-disponibilité aussi bien des études d'impact, des utilisations des pesticides, c'est quelque chose qui est scandaleux sur le plan démocratique et qui évidemment est à même de changer pas mal aussi la teneur du débat politique. Voilà, donc ce serait citatique. Alors, une diapositive aussi d'humeur aussi à propos du loup en France. La situation du loup en France actuellement sur le plan biologique est extrêmement inquiétante. Le taux de croissance est très faible actuellement. Le nombre de loups qui sont proposés comme... Donc l'État propose donc de violer finalement les lois qu'il a. Donc à nouveau, le respect... Vous voyez, bon, avec Volkswagen, on sait bien qu'il faut avoir une confiance modérée en les lois et les règlements. Mais à nouveau, donc l'État explique qu'effectivement, on va battre des loups en contradiction avec les lois qui ont été votées. Un nombre très spectaculaire, à l'augmentation très spectaculaire. Donc actuellement, très faible taux de croissance, avec, quand on regarde aussi l'emprise spatiale, actuellement, au niveau des meutes, alors il y a une confusion, il ne faut pas confondre aussi les individus isolés, qui effectivement vont très loin. Par contre, en ce qui concerne les meutes, ce qui est assez impressionnant, c'est que les meutes restent très localisées. Donc ça donne l'impression, effectivement, d'une espèce qui actuellement est plutôt stable et voire vers le déclin, sachant que dans les analyses de l'ONCFS, la dépression de consanguinité n'est pas du tout prise en compte. Or, elle est sans doute très importante et elle risque de menacer. La littérature scientifique est assez éloquente sur les dangers de la dépression de consanguinité. Il y a des coûts sociologiques, donc là je vous renvoie à un article très récent qui montre que l'abattage des loups par l'État, c'est totalement contre-productif sur le plan sociologique. Pourquoi ? Parce que ça encourage le braconnage et en fait il semblerait que ça renforce l'hostilité. C'est-à-dire que quelque part, les acteurs qui sont hostiles aux loups se trouvent légitimés finalement dans leur attitude, puisque finalement l'État leur dit oui, vous avez raison, on va abattre des loups, et puis finalement la loi de protection des loups elle n'est pas très importante, on va passer outre. Et puis, autre chose aussi par rapport à ça, c'est souvent on dit, pour les sciences de la conservation, il faut l'importance d'arguments patrimoniaux. Le patrimoine naturel, c'est important, il faut se battre sur l'aspect patrimoine. Mais sur le plan du patrimoine, j'ai l'impression qu'en tout cas dans l'état actuel, les sciences de la conservation ont un peu perdu le combat par rapport aux sciences de l'environnement. Les sciences de l'environnement ont invoqué le patrimoine berger, le patrimoine de l'élevage ovin, et ça a été quand même effectivement avec succès. Donc maintenant on abat les loups effectivement pour protéger le patrimoine de l'élevage ovin. Donc l'argument du patrimoine, évidemment, il peut fonctionner pour et contre les sciences de la conservation, et d'autres l'ont bien compris, l'intérêt du... Voilà, alors je terminerai sur les récits citoyens. Les récits citoyens participatifs, donc c'est les discours qui sont naturellement, je dirais, c'est vraiment le terrain, je dirais le terrain de jeu des sciences de la conservation. Effectivement, c'est là-dessus que ces sciences se sont beaucoup investies. Alors du coup, j'ai livré quand même une critique, c'est-à-dire que effectivement, penser global et agir localement, c'est très bien, mais il y a l'action globale qui est tout à fait indispensable. Elle est nécessaire aussi. Enfin, je veux dire, l'action, on ne peut pas se contenter simplement d'action locale. Je résumerai sur le fait qu'avec 9 milliards d'humains, se pose quand même le problème de l'organisation économique et technologique. Quel type d'organisation économique, quel type de technologie qui se pose. Donc là, il y a nécessairement aussi nécessité d'une réflexion globale. Donc à nouveau, j'insisterai sur le fait qu'il faut que le contexte économique soit favorable aux initiatives citoyennes. Donc de ce point de vue-là, les instruments économiques, les réflexions sur les taxes, sur les quotas, sur les paiements pour services environnementaux ne sont pas du tout contradictoires. Ils facilitent en fait justement l'innovation citoyenne. Donc là, il n'y a pas de contradiction, mais il y a synergie. Voilà, et donc je terminerai, pour revenir sur cette histoire, effectivement, donc quel scénario d'évolution ? Donc effectivement, quel est le chemin vers lequel on se dirige, sachant que, je parlais tout à l'heure de la certitude de l'action, c'est-à-dire sur les services écosystémiques, moi j'ai l'impression qu'on le voit bien, c'est que je ne crois pas que lorsque les sciences de la conservation ont proposé il y a 20 ans cette notion-là, qu'ils avaient conscience du succès de la notion, de la manière dont elle percolerait dans l'ensemble des secteurs. Donc c'est vrai que lorsqu'on sort des instruments comme cela, qu'on commence à partir sur un itinéraire, on ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences. Effectivement, là, il y a toujours un risque, mais le risque, je veux dire, si on n'a pas d'action, on ne risque pas. Si on n'agit pas, effectivement, on ne prend pas de risque, mais quelque part, il y a quand même nécessité de l'action, donc effectivement, avec le risque associé. Les outils ne sont pas parfaits, effectivement, mais ça, ce n'était pas un argument rédhibitoire sur le fait de la proposition de nouveaux outils. Donc, j'insisterai sur le fait que les sciences de la conservation ont intérêt à s'investir de manière réflexive sur l'ensemble des récits
même les récits qui leur déplaisent, et peut-être surtout les récits qui leur déplaisent, parce que c'est peut-être là qu'elles ont effectivement des potentialités subversives les plus importantes, et que quelque part, si on fait le bilan, et bien finalement, la notion de service écosystémique, elle est née au sein des sciences de la conservation, et quelque part, elles peuvent le revendiquer comme un succès, ou un succès mitigé, effectivement, avec tout un ensemble de contradictions. Les solutions fondées sur la nature, à nouveau, alors est-ce que ça a autant de succès? Mais c'est quelque chose qui, on peut dire, apparaît au sein des sciences de la conservation, alors de manière un peu différente, puisque les services écosystémiques ce sont plutôt les scientifiques, alors que les solutions fondées sur la nature, c'est plutôt les ONG, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais néanmoins, il y a quand même des points communs. Et puis, effectivement, donc réfléchir à cette organisation. C'est-à-dire que quelque part, peut-être que, je dirais que les sciences de la conservation ont peut-être resté, se considérer peut-être comme marginales, hein, finalement, ça concernait des secteurs marginaux de la société, et avec la transition écologique, en fait, l'attente, c'est de finalement de réfléchir à l'organisation générale de la société. Et là, les sciences de la conservation ont été pilotes hein, sur un certain nombre de choses, et ont sans doute un rôle très important à jouer à l'avenir. Voilà, j'en resterai là. La marchandisation de la nature, c'est pas nouveau. Ton exemple, il est axé sur les produits agricoles, et donc là, on est clairement dans quelque chose qui, il me semble, est un petit peu différent, dans le sens où dans la marchandisation de la nature, là, on évoque et on institue quelque chose qui n'est plus de l'ordre, je dirais, de la nature utile, mais qui peut aussi s'étendre au reste de la biodiversité, notamment la biodiversité mobilisée. Donc cet argument de dire ça fait très longtemps que ça existe, puis c'est une vision d'agronome, là il n'est même plus de question d'agronome, il est question que ça percole même auprès des écologues, et c'est un peu ce que tu as dit. Oui, alors j'ai peut-être... ce qui paraît important surtout, c'est que derrière l'argumentaire autour des services écosystémiques, en fait, il s'agit de diminuer la production agricole. Donc, quelque part, il s'agit de restreindre finalement les marchés, donc la marchandisation de la nature telle qu'elle existe à la bourse de Chicago. Donc là, en fait, on peut dire le projet autour des services écosystémiques, c'est bien de restreindre la marchandisation de la nature telle qu'elle existe actuellement et telle qu'elle existait avant la notion de service écosystémique. C'est en ça que je considère qu'il y a un contresens, c'est-à-dire que voilà, cette marchandisation, si on parle de marchandisation de la nature, il faut effectivement prendre en compte l'ensemble de la nature qui est marchandée, d'accord? Et à partir de là, voir quel est l'effet net des paiements pour services environnementaux, parce que quelque part, si on prend l'analogie, par exemple, on parle de l'éruption de REDD+, notamment dans ces forêts tropicales, hein, et ces forêts tropicales qui finalement seraient de la nature sur lesquelles il n'y aura aucune marchandisation. Donc finalement, effectivement, les paiements pour services environnementaux, ça devient une nouvelle marchandisation. Mais la réalité, elle n'est pas celle-ci. La réalité, elle est quoi? Elle est qu'actuellement, il y a une énorme pression économique des acteurs qui sont autour de la bourse de Chicago pour effectivement marchander cette nature de manière très classique telle que ça existe depuis un siècle. Donc quelque part, REDD+, c'est une manière d'essayer de résister à cette nouvelle marchandisation. C'est pour ça que le contexte est très important. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, c'est de dire que le contexte est d'une nature qui est massivement marchandée actuellement, massivement marchandisée, et que c'est bien ça un des problèmes, justement. Il y a une incapacité des services publics à résoudre les problèmes ruraux qui sont actuellement prégnants, et c'est une bonne manière, en tuant des loups, de faire plaisir aux gens, donc c'est de la démagogie. Deuxièmement, c'est antidémocratique, parce qu'il y a 80% d'après les sondages de gens qui pensent qu'ils sont pour le loup, alors que c'est une petite minorité qui compte pas. Et puis, c'est on va dire, éco-écologique, parce que c'est idiot, c'est-à-dire que quand on tue les dominants, comme on l'autorise actuellement, il y a des brigades d'emplois jeunes qui sont chargés de tuer les loups. Et donc, quand on fait ça, quand on tue les dominants, on fait éclater la meute, et donc on dissémine tous les loups dans tous les coins, et en plus ils perdent la culture des groupes, c'est-à-dire que les dominants savent tuer les animaux sauvages, alors que les pauvres dominés sont obligés de se rabattre sur les animaux domestiques. Oui, alors si j'ai du loup, en fait, j'aurais dû rappeler, il y a quelqu'un dans la salle qui connaît beaucoup mieux le sujet, donc c'est vrai que c'est un peu délicat de s'exprimer devant elle sur cet aspect-là. Moi, ce qui me paraissait important quand même d'en parler, c'était surtout dans cette confrontation entre les sciences de l'environnement et les sciences de la conservation, où j'ai l'impression que les sciences de la conservation ont laissé le champ libre, hein, c'est-à-dire que quelque part, elles ne se mobilisent plus
tellement en faveur du loup, je trouve ça assez symbolique. Voilà, c'était plutôt... Alors après, qui a raison, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut abattre des loups, que c'est quand même la meilleure solution? J'en sais rien, donc là, de ce point de vue-là, je ne me sens pas compétent. Vraiment, j'insiste, hein, c'est le fait que les sciences de la conservation soient très peu agressives sur ce sujet-là actuellement, que je trouve assez frappant. En tout cas en France.